Merci beaucoup Didier, bienvenue à toutes et à tous. Et c'était toujours pour moi un plaisir renouvelé de me retrouver ici à l'Espace Mendes France pour les 30 ans. Je vais très rapidement donner la parole à mon collègue, puisque c'est malgré nos points de vue qui peuvent être divergents, nous sommes des collègues. Mais avant, je souhaitais vraiment dire tout le plaisir que j'ai ici à être parmi vous pour les 30 ans de Mendes, parce que ça fait au moins une quinzaine d'années qu'on travaille ensemble. Et c'est toujours une expérience pour moi, parce que je suis donc professeur à l'Université de Poitiers et je suis devenu, avec d'autres collègues, le neurobiologiste de service. Donc à chaque fois qu'il faut donner un avis de neurobiologiste, je suis avec d'autres invités et c'est un plaisir de venir. Et là, je dois dire que, comme vous allez vite le voir, je suis tombé dans un piège, parce qu'on m'a dit, bah, tiens, on va faire les 30 ans de Mendes autour du rêve. Est-ce que tu veux bien nous donner l'avis des neurobiologistes? Oui, très bien, pas de problème. Et ce que je pensais me prendra 2 heures l'après-midi entre deux choses à faire urgentes et importantes. Je me dis, ouais, pendant 2 heures, je me bloque 2 heures, je fais un truc ludique qui me plaît, je vais voir ce qu'on peut trouver sur les rêves de point de vue neuro. Ça m'a pris 3 jours. Ça m'a pris 3 jours et je n'ai rien trouvé. Et je vais vous montrer tout ce que je n'ai pas trouvé. Donc, voilà. Je vais donner la parole tout de suite à mon collègue qui a quelque chose à vous dire et à vous passer. D'abord, auparavant, ceux qui sont venus pour assister à un match de catch entre le neurobiologiste et le psychanalyste, pouvaient partir, c'est raté, parce qu'on ne s'était jamais rencontré avec Mohamed. On a fait connaissance il y a une demi-heure à la cafétéria en haut, on est déjà devenus les meilleurs amis du monde. C'est déprimant, c'est absolument déprimant. Le match de catch, non. Alors, par contre, et en plus, il est très gentil parce que je vais un peu perturber son exposé, c'est que je voudrais faire circuler parmi vous 2 documents. Une assiette de famille, soyez gentils de ne pas la casser, ça a un bon siècle et quand même, je voudrais la récupérer, qui représente un rébus. Et puis, vous verrez un truc assez drôle, qui est une BD sans parole, qui date de la même époque, de 1920 par là. Je vous les fais circuler. Chaque personne regarde les 2 à la fois. Le rébus, ne vous fatiguez pas à le comprendre, il y a le résultat derrière, c'est impossible de comprendre tout seul. Et puis, par contre, vous verrez que la BD est très amusante, et là, on comprend tout de suite. Bon, vous regardez ça, parce que j'essaierai d'expliquer pendant mon exposé que ce sont 2 théories du rêve différentes. Il y en a une avec laquelle je suis d'accord et une avec laquelle je suis en désaccord. Voilà. Mais alors, il est très gentil parce que ça veut dire que pendant son exposé, il y aura une personne sur 150 ou 120 qui ne l'écouteront pas. Mais il me dit, une personne sur 100 qui ne m'écoute pas, c'est pas grave, parce qu'il y en aura sans doute beaucoup plus qu'une personne sur 100. Mais bon, voilà. J'ai fait cours ce matin à mes étudiants, ils étaient 200. Je ne suis pas sûr que c'est seulement 1% qui ne m'écoutait pas. Parce que sur les 200, il y en a au moins le quart qui a son ordinateur ouvert. Donc, ou bien il est en train de prendre des notes, ou bien il est en train de regarder YouTube. Moi, j'en sais rien du tout, parce que je ne vais pas circuler entre eux pour voir ça. Alors, merci beaucoup à tous, pour cette introduction. Donc, je vais reprendre ce que je disais, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce que c'était que le rêve d'un point de vue neurobiologiste. Et je vais faire tout de suite la publicité d'un autre exposé qui aura lieu à l'Espace Mendes France en février, par mon collègue et ami, le professeur Xavier Drouot, qui, lui, est un spécialiste du sommeil, ici, au CHU de Poitiers, et qui va certainement vous parler des rêves de point de vue clinique. Et je vous invite, si l'exposé de ce soir ne vous a pas complètement guéri, de venir aussi l'écouter. Donc, l'une des questions que je me suis posée, c'est, mais finalement, je me pose, moi, la question, qu'est-ce que le rêve? Mais depuis quand on se pose la question? Depuis quand l'humanité se pose la question, qu'est-ce que le rêve? Et en fait, très vite, je suis tombé sur Hermès, qui est, comme vous le savez, une divinité de la mythologie grecque, divinité de l'Olympe. Il est le messager des dieux. Et par ailleurs, il conduit les âmes aux enfers. Donc Hermès, comme vous pouvez le voir ici, il a des bottes ailées, avec un casque ailé,
Et ces ailes vont lui permettre de traverser différents mondes et d'amener les gens vers Hadès, donc vers la porte vers la porte de la mort. Et donc, en même temps qu'il amène les mortels vers Hadès, il est capable de voyager, il est capable de traverser plusieurs mondes. Et on pense toujours que le sommeil est une petite mort, et donc c'est quelqu'un qui intervient aussi dans les rêves. Et par son intervention dans les rêves, il a une influence importante dans la mythologie. Alors, il a son alter ego, si je puis dire, romain, latin, qui est Mercure. Mercure, ça vient du mot marchand, marchandise. Et bien entendu aussi, hein, quand on parle de marchandises à l'époque romaine, on parle de voyage, on parle de traversée. Et Mercure aussi voyage et amène non seulement les marchandises, mais amène aussi les hommes dans différents mondes. Alors aujourd'hui, vous avez vu Flash, un personnage donc de DC Comics, pour être actuel. Donc c'est un personnage qui est un super-héros, donc un dieu, comme les dieux de l'Olympe, comme les dieux mythiques romains. Donc c'est un super-héros qui non seulement court extrêmement vite, comme vous pouvez voir ici, mais il a aussi quasiment les mêmes attributs physiques hein, que Hermès et Mercure, à savoir il a des bottes ailées et il a aussi des petites ailes autour de son casque. Et par ailleurs, dans les comics récents, c'est quelqu'un qui non seulement court extrêmement vite, mais qui, de par sa vitesse, est capable de traverser et d'exister dans différents mondes parallèles. Et par là même, quand on parle de monde parallèle, on parle bien entendu du monde des rêves. Donc c'est une question qui s'oppose depuis toujours et qui s'oppose encore aujourd'hui. Donc je ne suis pas le premier à la poser. Mais aussi, une question très rapide qui vient à l'esprit quand on travaille sur la notion du rêve, c'est en fait, c'est quoi le rêve ? Et on rêve, bien entendu, je ne vais pas aborder le rêve éveillé, c'est qu'est-ce que le sommeil ? C'est quand on dort, qu'est-ce qui se passe ? Alors, du point de vue neurobiologique, les travaux de Jouvet, qu'on va citer probablement tous les deux, c'est assez bien cadré, hein, le sommeil. Donc, il y a différentes phases que vous connaissez tous. Hein. La première phase, qui est la phase de l'endormissement, c'est écrit que c'est 5% de la durée totale de la nuit, mais ça dépend. Ça dépend des gens, parce que la phase d'endormissement peut être une phase extrêmement compliquée, et certaines pathologies du sommeil sont des pathologies liées essentiellement à l'endormissement. Donc c'est une phase qui peut durer extrêmement longtemps, avec des caractéristiques qu'on connaît tous, hein, les bâillements, l'engourdissement musculaire, etc. Vient ensuite le sommeil lent et léger, qui constitue quasiment la moitié de la nuit. Pendant cette période-là, on entend encore, on peut être facilement réveillé, on a une respiration, un rythme cardiaque qui sont réguliers et lents, et on peut être réveillé extrêmement facilement. Donc la moitié de la nuit, on peut être réveillé très facilement. Vous avez après le sommeil lent et profond, qui constitue plus ou moins 25% de la nuit. C'est le sommeil dit réparateur. C'est un sommeil extrêmement important du point de vue neurobiologique. Les muscles sont complètement relâchés, la respiration est lente, le rythme cardiaque est lent, et on est très très difficile à réveiller. D'accord ? Et vient ensuite le sommeil paradoxal, qui constitue 20 à 25% de la nuit, mais la durée du sommeil paradoxal va augmenter au fur et à mesure de la nuit. On n'a pas la même durée de sommeil paradoxal pendant lequel se font les rêves, au début de la nuit et à la fin de la nuit. Et contrairement au sommeil lent et profond, là, le rythme cardiaque et la respiration sont irréguliers, je dirais même plutôt forts. Il y a un mouvement rapide des yeux qu'on appelle, comme vous allez le voir, le mouvement REM, Rapid Eye Movement, et c'est la phase des rêves. Voilà. Alors pendant cette phase-là, on peut être réveillé, et d'ailleurs, c'est ce que les neurobiologistes ont fait depuis toujours. Ils ont réveillé les gens qui sont en sommeil paradoxal et leur ont demandé de raconter leurs rêves. C'est là qu'on rêve. Donc ça, on le sait. Et c'est ce qu'on appelle un train de sommeil. Un train de sommeil, c'est ces 4 ou 5 cycles, parce que certains cycles peuvent être découpés en 2. Donc ces cycles-là ont une durée moyenne de 1h30 à 2 heures, ça dépend des personnes. Et à la fin de chaque cycle, il y a une période de latence. Cette période de latence, c'est entre 2 trains. Donc soit vous allez démarrer avec un nouveau train, donc vous allez comme ça accumuler 4 à 6 trains par nuit, soit vous allez littéralement vous réveiller. C'est là normalement qu'on se réveille pour aller faire pipi, ce qui m'arrive de plus en plus souvent à mon âge, n'est-ce pas ?
Donc c'est pendant la période de latence qu'on fait ça. Et le problème, c'est que si la période de latence dure trop longtemps, qu'on allume la lumière et qu'on regarde son téléphone, pour prendre le train d'après, ben, ça prend beaucoup plus d'efforts. Il faut complètement tout recommencer. C'est pour ça qu'il faut faire tout un peu à l'aveugle. Donc 4 à 6 trains par nuit. Si votre réveil sonne vers la phase de latence, tout va bien. Vous êtes réveillé, ça tombe pile poil. Mais si le réveil sonne pendant le sommeil lent et profond, vous n'allez pas l'entendre. Donc après, on se connaît, on va tous se caler pour que le réveil sonne autour de la phase de latence, parce que sinon, vous allez vous réveiller fatigué quand même. Donc voilà. Alors c'est important de montrer ça, parce que les neurobiologistes, quand ils voient ça, et là on revient au rêve, ils disent, je vais vous raconter tout de suite la fin de l'histoire, ils disent, le rêve c'est un épiphénomène, parce qu'en fait le sommeil est une fonction physiologique, elle est physiologique et elle est identique pour tout le monde. Maintenant la durée elle est plus ou moins longue, parce qu'on n'est pas tous identiques, mais quelle que soit la culture, l'endroit, le sexe, l'âge de la personne, bon il y a des variations bien entendu, c'est assez standard. Donc, c'est une fonction biologique qui n'a rien à voir avec un attribut psychique quelconque. Je vais vous juste dire ça tout de suite. Alors après, je regarde comme tous les dictionnaires, je tape rêve et je trouve production psychique survenant pendant le sommeil et pouvant être partiellement mémorisée. Et malheureusement, en tant que professeur à l'université, je fais pas mal de cours. À chaque fois que j'ai essayé de trouver une définition dans un dictionnaire, j'étais particulièrement déçu. Et cette fois-ci, n'est pas une exception à la règle. On n'apprend rien par des définitions comme ça, finalement. On n'apprend rien. Alors, on ne peut pas tout de suite poser la question « qu'est-ce que le rêve ?» parce que c'est une question extrêmement complexe. En tant que chercheur, à chaque fois qu'on a en face des questions complexes, il nous faut les décomposer en questions simples. Donc, c'est ce que j'essaie de vous montrer. Qu'est-ce que le sommeil ? Qu'est-ce qu'on sait, depuis quand on s'y intéresse, et puis que se passe-t-il quand on rêve? Parce que si on pose la question tout de suite, qu'est-ce que le rêve? La réponse est très complexe, comme vous allez le voir ce soir. Donc qu'est-ce qui se passe quand on rêve? Et de fait, qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil paradoxal? Parce que c'est là qu'on rêve. Alors, vous avez le texte sous les yeux, mais je vais le commenter. On a vu qu'une période de rêve dure approximativement une vingtaine de minutes, et elle a lieu à chaque train, donc toutes les 90 minutes en moyenne, et elle a lieu 4 à 6 fois par nuit. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement régulières, physiologiques, standardisées. Je parle bien entendu du sommeil paradoxal. Alors, pendant cette phase-là, nos yeux vont effectuer ces fameux rapid eye movements, ces fameux mouvements rapides. Le corps est relâché, mais pas complètement. Alors, on n'est pas du tout avec un corps complètement atone, complètement relâché et les muscles complètement immobiles. Le corps est relâché, mais il y a une certaine tension musculaire. Et par ailleurs, comme vous le savez, parce qu'on va en parler après, vous ne vivez pas vos rêves. À part le syndrome de jambes sans repos, où les gens vont courir pendant leur sommeil. Mais heureusement qu'on ne vit pas nos rêves. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que les régions du cerveau qui sont responsables de la motricité sont totalement inhibées pendant vos rêves. Sinon, ça va être la bagarre tous les soirs. Donc le corps est relâché, mais pas complètement immobile. Ces mouvements des yeux sont en relation directe avec l'activité électrique du cerveau. Donc le cerveau n'est pas au repos. D'ailleurs, il va consommer autant d'énergie, autant de glucose, autant d'oxygène que pendant une phase éveillée. Alors sachez que pendant la phase éveillée, on consomme approximativement 25% de l'oxygène et du glucose du corps. Donc notre cerveau pèse plus ou moins 1,2 kg, mais on consomme 25% de l'énergie du corps. Et donc cette consommation-là, elle a lieu aussi pendant le rêve. Donc pendant le rêve, le cerveau est particulièrement actif. Mais comme on va le voir dans la diapositive d'après, pas tout le cerveau et pas toutes les régions. Voilà. Donc c'est typiquement ce qu'on fait dans les cliniques de sommeil. Maintenant, on a des électrodes qui sont sans fil. Donc on va enregistrer les différentes ondes et on va pouvoir déterminer dans quelle phase la personne est, parmi les 4 phases, les 4 ou 5 phases que je vous ai montrées. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau neurobiologique pendant les rêves? Alors vous avez, comme je dis à mes étudiants, vous avez tout sur la diapositive et je vais la commenter. On a des régions cérébrales qui sont actives, même très actives, et des régions cérébrales qui normalement sont extrêmement actives pendant la phase éveillée et qui se trouvent totalement inactives pendant le rêve. Et ces activités cérébrales, en soi, peuvent expliquer pas mal de choses. Par exemple, le thalamus. Le thalamus est une région du cerveau que vous voyez ici, en blanc,
qui est un relais des différents signaux sensoriels vers le cortex. À savoir, toutes les informations sensorielles que vous avez, auditives, visuelles, tactiles, vont transiter par le thalamus avant de passer par le cortex. Le cortex qui va les analyser, les interpréter. Le cortex ne reçoit pas les informations brutes. Il y a une sorte de sélection avant. Et cette sélection est très importante. Donc le thalamus va sélectionner des informations. Vous avez d'autres régions qui ont des noms un peu difficiles, comme le gyrus singulaire antérieur, qui vont réguler l'attention et la motivation. Donc, curieusement, pendant notre période de sommeil paradoxal et de fait, je dis bien de fait de rêve, parce qu'on ne peut le savoir qu'en réveillant les personnes, on a une région du cerveau qui est responsable de l'attention, qui est particulièrement active. Et donc, ça pourrait expliquer pourquoi les images de rêve que nous recevons, et dont on se souvient du moins, sont des expériences et des images extrêmement vives et extrêmement changeantes. Parce notre attention est paradoxalement au maximum. Le pont, ici, j'en ai parlé ce matin pour un cours que je faisais sur le cervelet, c'est le centre, on sait que c'est le centre du sommeil paradoxal. Donc, l'hypothèse dont on va parler aussi, c'est que nous rêvons parce que le cortex va essayer d'attribuer un sens aux informations qu'il reçoit de cette région du cerveau qui est le pont. Alors, pourquoi il reçoit cette information? C'est bien entendu toute la question. L'hippocampe est une autre région du cerveau qui est intéressante parce que c'est le siège de la mémoire à long terme. C'est le siège de vos vacances de ski il y a 3 ans, c'est le siège de la mémoire de votre enfance, c'est le siège de la mémoire de votre soirée de 18 ans, etc. Donc l'hippocampe, qui est là où sont stockées vos mémoires, est particulièrement actif pendant la période de rêve. Donc, d'où la reconstruction aussi, on peut comprendre qu'on puisse reconstruire certains éléments qui nous sont familiers et qu'on interprète curieusement par la suite. Alors l'amygdale, ce n'est pas les amygdales qui sont là et qui nous font mal quand on a froid, c'est l'amygdale qui est une région du cerveau qui est le siège des émotions. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'amygdale est la structure du cerveau qui va colorer affectivement notre expérience subjective avec l'environnement. Donc c'est la région qui va vous dire j'ai peur, j'ai pas peur, j'aime pas, c'est plaisant, c'est dégoûtant. Mais surtout, elle est surtout activée par les émotions négatives et surtout très activée par la peur. Donc cette région-là, elle est très primitive. On la partage sur le plan phylogénique avec des animaux qu'on appelle primitifs. On la partage avec les reptiles, par exemple. Elle est extrêmement importante parce que c'est ce qui fait qu'on évite tout ce qui nous fait mal. On évite de mettre le doigt dans le feu ou de se faire couper la main. Donc cette région-là, la région, si vous voulez exagérer un peu, la région de la peur, elle est particulièrement active pendant le rêve, pendant le sommeil paradoxal en tout cas. Alors d'autres régions du cerveau sont curieusement complètement inactives, comme le cortex préfrontal et le cortex orbitofrontal. Alors mon collègue psychiatre doit les connaître parfaitement bien, parce que c'est le siège de la pensée consciente, et c'est la partie de notre cerveau qui va contrôler notre interaction avec l'environnement. C'est ce qui donne du sens à notre environnement. Et ces régions-là, pour vous mettre un peu le doigt là-dessus, c'est des régions qui sont particulièrement perturbées dans des affections psychiatriques telles que la schizophrénie, où les patients ont du mal à interpréter d'une manière homogène, je dirais, l'environnement dans lequel ils sont. Ces régions-là sont totalement inactives. Et donc c'est ce qui pourrait expliquer que certains rêves sont totalement illogiques, bizarres, et malgré leur bizarrerie, on les accepte quand on rêve, parce que la zone du cerveau qui va vous dire « attention, ça c'est totalement anormal », elle est complètement inactive. D'accord ? Et puis il y a le lobe pariétal inférieur. C'est une région qui est responsable, entre autres, de la mémoire à court terme. Elle est inactive et c'est ce qui fait qu'on se rappelle très très mal de nos rêves, sauf si on nous réveille pendant qu'on rêve, sauf les rêves qu'on fait juste avant de se réveiller le matin. Mais les rêves qu'on fait pendant la nuit, si on ne se réveille pas, vous n'allez pas vous en rappeler. Donc ça pourrait déjà donner quelques éléments de réponse sur qu'est-ce que le rêve. Et puis, aussi, je me suis posé la question, pour décomposer la question de qu'est-ce que le rêve, je me suis posé la question, mais à quel âge, à partir de quel âge on rêve? Alors, ce qu'on sait, c'est que le fœtus, donc dans le ventre de sa maman, il passe quasiment la totale partie de son temps à dormir. Et ces phases d'endormissement sont essentiellement du sommeil paradoxal.
C'est surtout 7e, 8e, 9e mois, hein, quand vous avez le cortex qui est un peu développé. Donc, est-ce que le fœtus rêve? On ne sait pas très bien, mais en tout cas, il fait du sommeil paradoxal et il bouge pendant son rêve. Hein, vous l'avez certainement tous constaté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que vers l'âge de 8 mois, le circuit thalamocortical est déjà en place et c'est un circuit qui permet d'avoir accès à la conscience de soi et de son entourage. Donc, on peut penser qu'un embryon de 8 à 9 mois... Ah oui, 8 mois de fœtus, oui. Le fœtus. C'est pas la naissance. Pas la naissance, D'accord. le fœtus. Alors, à la naissance, les enfants préscolaires font des rêves, mais apparemment, mon collègue psychiatre me corrigera, c'est plus son domaine que le mien, apparemment, les rêves sont plutôt statiques. Ce n'est pas des rêves en mouvement, ce n'est pas des rêves construits. Alors, ils ont des terreurs nocturnes, mais ils ont vu un monstre. Ils ont des rêves plaisants, ils ont vu quelque chose, mais ce n'est pas une action. Hein, nous c'est quasiment un film, hein, et ça ne se met pas en place. Puis l'autre chose que j'ai apprise aussi, c'est les non-voyants, ils rêvent de quoi? Hein? Parce que ça aussi, on peut se poser la question. Ben, apparemment, j'ai lu plusieurs articles qui montrent que les non-voyants rêvent d'une manière sensorielle. Ils rêvent de goût, de toucher, d'odorat. Ils rêvent avec leur sens. Par exemple, une personne non-voyante à qui on a questionné « Racontez-nous un rêve », il a dit « Je rêvais que je conduisais ». On dit bah, « Alors, quand vous conduisez, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Je conduisais, et puis étant donné que je suis aveugle, j'allais direct vers un arbre. » Il dit « Mais comment vous avez vu l'arbre ?» Non, en fait, il ne voit pas l'arbre. Il voit un environnement, il entend le bruit de la voiture, il sent l'odeur de l'arbre, il a des sensations de toucher de l'arbre, et il entend aussi le bruit des feuilles. Donc, c'est un rêve sensoriel. Est-ce que le rêve est propre à notre espèce? La réponse est tout de suite non. Là, je suis tombé sur un très bel article dans Science, qui est l'une des plus grandes revues scientifiques, publiée il y a à peine 2 ou 3 ans, où on montre que chez un lézard extrêmement primitif, qu'on appelle d'ailleurs le dragon, il est en sommeil paradoxal avec des mouvements des yeux. Maintenant, est-ce qu'il rêve? On n'en sait rien, mais il a du sommeil paradoxal. Notre collègue dont on a parlé tout à l'heure autour d'un verre d'eau, Michel Jouvet, à Lyon, c'est une grande école française qui a travaillé sur le sommeil. C'est eux qui ont décomposé les différentes phases du sommeil, qui ont décrit le sommeil paradoxal et qui ont travaillé sur le rêve, entre autres, je dirais même essentiellement chez le chat. Et ils ont décrit donc l'activité, vous voyez ici, de cortex visuel pendant l'éveil, pendant le sommeil lent, le sommeil paradoxal. Ils ont décrit l'activité de plusieurs régions du cerveau en termes d'activité électrique. Et donc, ils ont réussi à décomposer le rêve. Et surtout, ici, ils ont fait une expérience qui est peut-être un peu choquante, j'entends bien, mais l'expérience consistait à déconnecter les régions du cerveau qui inhibent les mouvements pendant les rêves. Je vais le répéter. Quand on rêve, on n'agit pas nos rêves. Tout simplement parce qu'il y a des régions du cerveau qui sont complètement déconnectées et qui font que les muscles ne vont pas agir vos rêves. Sinon, il faut changer les draps tous les matins. Ce n'est pas possible. Et donc, ils ont déconnecté ces régions chez les chats. Et le chat, en fait, il va agir ses rêves quand on déconnecte ces régions. Donc, il va se lever, il va ouvrir les yeux, mais il ne voit rien. Il est en train de dormir. Et quand vous lui mettez un petit objet devant lui, il ne le voit pas. Il n'interagit pas avec cet objet-là. Il interagit avec un objet complètement imaginatif qui est dans ses rêves. Et ça, c'était bien entendu quelque chose de fondamental qui a été le travail de nos collègues de Lyon. Et là, je commence un peu à toucher au domaine de mon collègue, et j'arrive à la fin de mon exposé. La question, c'est pourquoi nous rêvons? Pourquoi on rêve? Alors, je ne vais pas aller vers la psychiatrie, la psychanalyse. On a un éminent spécialiste. Je vais aller vers le domaine que je connais le mieux, qui est la biologie. Donc, vous avez compris, rêver est associé au mouvement des yeux. On se souvient mieux de nos rêves quand on est réveillé. Et ça, c'était quand on est réveillé pendant les rêves. Et ça, c'était découvert déjà depuis les années 50. Et Jouvet et l'école de Lyon l'a énormément perfectionné. Là où tout le monde est d'accord en biologie, c'est le modèle d'activation-synthèse qui a été élaboré dans les années 77, qui dit que finalement, c'est un phénomène totalement physiologique. Donc l'inconscient et tout ça, ce n'est pas nos affaires. C'est de la biologie, puisque tout le monde fait les mêmes durées, les mêmes sommeils, les mêmes phases. Et puis on a remarqué que les régions que je vous ai décrites qui sont stimulées sont totalement en phase avec l'expérience antérieure du sujet. Et qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces régions-là qui vont émettre d'une manière spontanée des
activations, et notamment le pont, qui vont arriver vers le cortex. Le cortex va recevoir toutes ces informations pendant que vous dormez. Il va dire qu'est-ce que c'est que tout ça. Il va essayer de donner du sens à ces stimuli à partir de l'expérience antérieure du sujet. Voilà, c'est fini, on a trouvé, il n'y a plus rien à dire, c'est de l'activité aléatoire et on essaie de donner du sens à ce qu'on ne sait pas. Je me dois de vous décrire la théorie de l'apprentissage inversé, vous avez certainement entendu parler de ça, qui est l'hypothèse de Francis Crick. Alors Francis Crick, ce n'est pas le premier venu, hein, c'est le prix Nobel qui lui a été attribué dans les années 70 pour sa découverte de la structure dans le double hélice de l'ADN. Pour les jeunes biologistes qui sont là, ils doivent savoir de quoi je parle. Et donc, c'est un chimiste. Et il connaît strictement rien au cerveau. Il s'est permis quand même, une publication dans Nature ou dans Science, où il a élaboré une théorie basée sur rien et qui dit que, en fait, nos circuits si on se souvient de tout, nos circuits de mémoire risquent de saturer. Donc déjà, ça, c'est faux. Et il dit donc que les rêves serviraient à éliminer les débris cognitifs. Et en fait, nous rêvons pour oublier. Donc, pendant le rêve, on fait un reset et tous les événements insignifiants que vous avez vécus dans la journée sont totalement effacés et on remet tous les circuits neuronaux à zéro pour que le lendemain, on recommence. Voilà. Donc, en fait, pour lui, les rêves ne donnent pas accès à l'inconscient, pas plus qu'ils ne peuvent prédire l'avenir. Donc, tout cela n'a strictement aucun sens en ce qui concerne Francis Crick. Mais alors, le truc qui m'a le plus plu, parce que c'est quasiment caricatural, et je vais finir là-dessus, je dis ça à chaque fois à mes étudiants, c'est bientôt fini, en fait je prends 4 heures comme ça. En fait, pour David Morris en 98, on rêve uniquement pour des raisons physiologiques, voire mécanistiques. Je vais vous laisser lire, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, juste pour vous dire que, en fait, pour lui, la fonction du rêve est exclusivement mécanistique. Voilà. Il part du postulat que les fœtus rêvent en permanence, enfin en tout cas font du sommeil paradoxal en permanence, qu'ils ont des mouvements des yeux permanents. Et il dit, lui en tant que médecin ophtalmo, il dit c'est normal, parce qu'en fait il faut absolument que l'œil soit oxygéné et reçoit du sang, reçoit du glucose, sinon on aurait de la lésion de la rétine. Il a absolument raison. Et donc c'est pour ça que quand on dort, il faut qu'on bouge les yeux à un moment donné, sinon on va avoir des lésions. Dans les faits, il a raison, parce qu'effectivement, si vous ne bougez pas les yeux, si vous ne clignez pas les yeux, votre rétine va avoir des lésions parce qu'elle ne sera pas assez oxygénée. Et de fait, il va plus loin jusqu'à dire, en fait, les rêves, ça ne sert strictement à rien, c'est rien du tout. C'est juste que ça a été mis en place pendant le développement, pendant aussi la sélection naturelle. Sinon, les yeux seraient lésés au bout de quelques jours. Et donc, voilà, ça ne sert strictement à rien. De quoi rêve-t-on, finalement? À savoir, est-ce qu'on peut avoir accès aux rêves pendant qu'on rêve? Plutôt que de réveiller les gens et leur demander de quoi vous avez rêvé, est-ce qu'on peut voir les rêves des autres? D'une manière surprenante, juste pour un peu vous titiller un peu, la réponse est oui. La réponse est oui, et ce sont 2 travaux récents. Vous voyez, 2018, j'ai fait mon travail. Donc j'étais des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il y a 2 recherches qui m'ont particulièrement intéressé. Une, c'est les balbutiements. Hein. On est quasiment dans la science-fiction, mais c'est intéressant. Les chercheurs ont montré des photos aux personnes éveillées et ils ont mesuré par électromyogramme les contractions musculaires, que ce soit au niveau du visage, mais surtout autour de la bouche, pour deviner les mots. Chat, chien, fleur. Donc même si vous ne les dites pas, inconsciemment, vous avez des mini-contractions musculaires autour de la bouche et vous dites chat, chien, chat, mais pas complètement. Et ils ont traduit ces enregistrements-là, et pendant que vous rêvez, ils vont mettre les mêmes électrodes sur vos visages, sur vos muscles. Ils vont dire, là, il joue au tennis, là, il court, là, il voit une fleur. J'exagère à peine, mais c'est la recherche qui est menée. Mais d'une manière un peu plus spectaculaire, une équipe japonaise est arrivée à visualiser les rêves. Alors, le principe est quasiment le même. Regardez, c'est facile à comprendre, en fait. Vous montrez des images simples aux gens éveillés. Donc, un carré blanc dans un carré noir. 3 carrés de couleurs contrastées l'un dans l'autre. Hein, une croix, un plus. Donc, des choses très contrastées. Vous les montrez, et pendant ce temps-là, par imagerie cérébrale, vous enregistrez l'activité du cerveau. D'accord ?
Donc, l'ordinateur va vous dire telle région est activée, telle région est inhibée. Un peu binaire. Mais avec cette information-là, vous rentrez l'information dans des supercalculateurs et vous leur dites, en fait, quand cette région est activée et quand cette région est inhibée, c'est une croix noire. Quand cette région est activée et quand ces deux régions sont inhibées, c'est une croix blanche, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on arrive, dans ces conditions, à prédire. Alors ça, c'est les images qu'on montre aux patients, enfin aux volontaires, les yeux ouverts, ils n'y rêvent pas, alors on leur montre. Et ça, c'est les images qu'on obtient à la fin du calcul sur l'ordinateur, sans regarder ce que l'autre voit. C'est-à-dire que l'ordinateur, dans une autre pièce, il vous dit, là, la personne a vu un carré blanc autour d'un carré noir. Vous voyez? On a même montré des lettres. Et sur l'ordinateur, on voit, par l'activation du cerveau, les lettres neurones. Jusqu'à ces images-là, on montre chez la personne éveillée. On montre l'image d'une oie, et l'ordinateur, dans une autre pièce, montre cette image-là. C'est un signe. C'est un signe. Tout ça est bon à manger pour les fêtes. C'est un signe. Et c'est très agressif, ces petites bêtes-là. Ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas, oui. Enfin, c'est lui qui m'a coursé il y a quelques années. J'aurais bien aimé lui couper la tête. C'est très agressif. Alors, c'est ce qu'on voit dans une autre pièce. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on est capable de voir, d'interpréter par imagerie ce que la personne voit. Ce qui nous amène au film que certains d'entre vous, Inception, où non seulement on rentre dans le rêve de quelqu'un, mais on va pouvoir agir aussi sur son rêve. Alors, je vais faire un peu de science-fiction. Si on arrive à faire ça, on peut agir sur les rêves. Parce que si on identifie les régions du cerveau qui sont stimulées et inhibées par une action quelconque, nous, en neurosciences, ce n'est pas très compliqué encore. On va y arriver. On peut stimuler et inhiber ces régions-là. Donc, de fait, on peut créer, si on aboutit à ce que ce collègue japonais a démontré il y a quelques mois seulement, en stimulant, en inhibant certaines régions du cerveau chez une personne qui dort, on pourrait, théoriquement, créer des images chez la personne qui dort. Donc, on n'est pas très loin. Bon, ça, c'est quand même très élaboré, hein, mais l'idée est là. Bon, je vais finir par celle-là, parce que quand on tape rêve, sommeil, on tombe sur des choses un peu bizarres. Et c'est un petit clin d'œil pour quelqu'un qui me connaît bien, qui est dans la salle, qui n'arrête pas de me demander de courir. Voilà. Je vous remercie. Je vais passer la parole à mon collègue. Je suis assez embêté, en fait. Je suis assez embêté parce que je ne sais plus, du coup, très bien par quel bout prendre les choses. Oui, quand même. Voilà. Moi, je suis très content de parler avec un neurobiologiste. Et il se trouve que beaucoup de choses qu'il a apportées, avec beaucoup de modestie, hein, quand il dit en tant que neurobiologiste, finalement, c'est pas grand-chose sur les rêves. Nous, on est beaucoup plus prétentieux, on prétend savoir des choses. Mais en même temps, les choses qu'il a apportées, ponctuelles, ça tombe bien parce que ça va plutôt dans le sens des critiques que j'ai à faire à la théorie psychanalytique du rêve, et ça va plutôt dans le sens des nouvelles conceptions que nous essayons d'avoir en tant que psychanalystes sur le rêve. Donc ça tombe bien, il apporte plutôt de l'eau à mon moulin. S'il y a certains psychanalystes dans la salle, c'est peut-être avec certains psychanalystes que je vais être en conflit, parce que je pense appartenir à un courant relativement minoritaire de la psychanalyse, sans être un marginal. Hein. Par exemple, les positions que je vais essayer d'exposer sont celles auxquelles adhérait Jean Laplanche. Jean Laplanche, qui est le plus grand penseur de la psychanalyse, décédé il y a quelques années. Il était tout à fait d'accord avec ces conceptions-là. Seulement, lui-même est assez minoritaire. C'est pas... voilà. Ce qui entraîne une certaine critique de la conception, d'une partie des conceptions de Freud. Alors, on est psychanalyste, c'est très difficile de partir de la conception du rêve sans partir de Freud. Non pas par une sorte de dévotion qu'on reproche à juste titre aux psychanalystes de faire toujours la messe du maître, mais c'est parce que c'est lui qui a posé les concepts, les notions
psychanalytique du rêve. Il n'avait pas la chance, par exemple, de connaître les travaux de Michel Jouvet, c'est-à-dire la question de savoir est-ce qu'il y a un moment particulier où on rêve la nuit. Ça, c'est très important parce que c'est la question de l'oubli des rêves. Vous savez, Michel Jouvet, 1958-59 à Lyon, il fait cette découverte un peu par hasard. Quand on est pédant, on dit par sérendipité, c'est-à-dire sans faire exprès, qu'il y a une zone, ce qu'il nous a expliqué, qu'il y a un moment qu'il a appelé, c'est lui qui a décidé de l'appeler le sommeil paradoxal. C'est paradoxal parce que l'enregistrement ressemble beaucoup plus à un enregistrement d'éveil qu'à un enregistrement de sommeil profond. Donc c'est pour ça qu'il a choisi ce mot paradoxal en disant les Américains ils disent n'importe quoi parce que quand ils disent sommeil au mouvement oculaire, sauf les taupes n'ont pas d'yeux. Alors comment on fait? Or elles rêvent. Donc il a dit à ses collaborateurs non, on va appeler ça paradoxal parce que ça ressemble à de l'éveil. Mais quand il a enregistré des êtres humains, il n'a quand même pas travaillé que sur les chats, surprise, il s'est aperçu qu'il y avait des gens qui ne se souvenaient jamais de leurs rêves et qui disaient « moi je crois que je ne rêve pas ». Eh bien, ces gens, quand on les réveille en période de sommeil paradoxal, 7 ou 8 fois par nuit, ou je sais pas, un certain nombre de fois par nuit, eh bien, chaque fois, ils ont un rêve à raconter qu'ils ont oublié le matin. Ce qui fait que la question de savoir « est-ce que je ne rêve pas ?» ou « est-ce que je rêve mais j'oublie mes rêves ?» est solutionné d'une certaine manière parce que des gens normaux qui n'ont pas de rêve, pratiquement, ça ne se trouve pas. Les cas exceptionnels de gens chez lesquels on ne rencontre pas de sommeil paradoxal, c'est vraiment très rare. Vous le savez enfin, aussi, il se trouve que certains médicaments et certains antidépresseurs, notamment les IMAO, suppriment le sommeil paradoxal, ce qui n'est pas sans poser des problèmes très étonnants. Et Michel Jouvet, d'ailleurs, disait moi, éthiquement, je ne sais pas à quoi servent les rêves. Je ne sais pas tout à fait encore à quoi ça sert. Mais éthiquement, je suis contre la prescription d'antidépresseurs, c'est-à-dire de médicaments qui empêchent de rêver à des gens normaux. Parce que quand même, qu'est-ce qui se passe quand on supprime la capacité de rêver? Je mets ça entre parenthèses. Alors, il se trouve que moi, je fais partie de psychanalystes qui, disons dans les années 80-90, ont remis au travail la théorie freudienne du rêve parce qu'elle nous apparaissait en partie insatisfaisante. Notamment, dans les années 80-90, on a commencé à rencontrer des personnes qui semblaient avoir des façons différentes de se présenter aux médecins ou aux psychanalystes. Et on a appelé ça la nouvelle clinique. Il y a des gens qui ne ressemblaient plus tout à fait aux névrosés que nous décrivait Freud au XIXe siècle. Et on a été amené à se demander si ces personnes, qui me semblaient manquer d'imagination, de goût de jouer, etc., si ces personnes ne souffraient pas d'une carence de la capacité de rêver. C'était une hypothèse, et en même temps, une sorte de carence de la capacité de rêver. Ce qui fait que la question d'interpréter les rêves, qui était la question classique des psychanalystes, et en tout cas celle de Freud, passait au second plan en fonction de la question de la fonction du rêve. À quoi ça sert de rêver? Et qu'est-ce qui fait que s'il y a des personnes qui rêvent peu ou mal, ou dont la capacité de rêver est perturbée, ces gens-là vont pas bien. Donc, on a transité de la question de l'interprétation des rêves. En tant que psychanalyste, on a des patients qui nous amènent beaucoup de rêves, presque trop des fois, 3 fois par semaine, et puis d'autres jamais. Alors, il y a en effet ceux qui, sans doute, rêvent et n'apportent pas de rêve, parce que ce n'est pas utile de s'en souvenir. Et puis, il y a ceux qui, peut-être, ont une perturbation de la capacité de rêver, et c'est ça qui nous a intéressés. Alors, je vais projeter cette diapo, parce que, voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est les 4 chantiers de la question du rêve qu'ouvre en fait Freud. Si vous lisez son énorme bouquin qui fait 740 pages, qu'il a publié
en fait, c'est un menteur. Il a publié en 1899, mais il a demandé à l'éditeur de le dater de 1900, parce que ça faisait plus chic que ça, le premier livre du siècle, que le dernier du siècle précédent. On peut être psychanalyste et un peu coquin. Et il publie ce livre énorme, sans doute trop tôt, parce que quand il écrit ce livre, il n'a absolument pas encore élaboré sa théorie psychanalytique. C'est son premier grand livre. Il y passe beaucoup de temps, 5 ans, en même temps qu'il fait sa propre auto-analyse. Très étonnant, c'est le cas unique dans l'histoire des sciences, où c'est à la fois un livre qui se veut scientifique, et qui d'ailleurs a traversé les âges, on continue à le lire, et en même temps, c'est le compte-rendu de l'auto-analyse de Freud qui est déclenché par la mort de son père. Et cette auto-analyse, il le fait par l'interprétation de ses propres rêves. Alors, à partir de là, si on dépiote le livre, 4 grandes questions, 4 grands chantiers sont ouverts. Alors, évidemment, nous, on se place du point de vue du psychisme, c'est-à-dire on se parle du point de vue de ce que nous disent les patients. Nous n'avons pas d'appareil à enregistrer, et donc quand on dit qu'on cherche des causes ou qu'on cherche quelque chose, c'est tout le temps. Ce sont des causes, évidemment, enfin des choses psychiques que nous recherchons, il faut être clair. On n'a pas d'autres moyens. Alors, premier sentier, c'est matériel et source du rêve. De quoi se sert le patient, à partir de quoi, enfin, le rêveur, pour fabriquer son rêve. Et deuxième question, après je détaillerai, en effet, la question du sens et de l'interprétation du rêve. Est-ce qu'il est possible de donner un sens au récit de souvenirs de rêve que peut raconter le patient, le rêveur, à son réveil? Cette expression d'ailleurs, récit de souvenirs de rêve, je la dois à Michel Jouvet, qui dit en fait les rêves, les psychanalystes ne les connaissent pas, ils ne connaissent que des récits de souvenirs de rêve. Il a parfaitement raison. Et est-ce qu'on peut interpréter ces récits de souvenirs de rêve en demandant aux patients d'être très précis, le plus précis possible dans ces récits? Et il dit d'ailleurs, ce récit, il faut le traiter comme un texte sacré. Parce qu'un texte sacré, il y a très peu de choses, il y a quelques mots, etc. Puis c'est caviardé des fois, les textes de la Bible, etc. Donc il faut que ce soit très précis, et on va partir à partir de cette interprétation-là. Freud élabore une méthode d'interprétation très intéressante parce qu'elle réfute tout ce qu'on faisait avant. C'est plus des gros symboles. Vous rêvez du soleil, c'est le père. Vous rêvez d'une hache, c'est la castration. Vous rêvez d'un poisson, c'est que vous voulez vous baigner. Enfin bon, vous rêvez d'une balance, c'est la justice. Non, on arrête avec ça et on va faire parler les patients très précisément à quoi leur fait penser chaque élément du rêve. Et puis à partir de là, en effet, l'idée de Freud, c'est de donner une interprétation à ce rêve. Troisième question, troisième chantier, source du rêve. Quel sens ça peut avoir quand on interprète, quand on cherche à interpréter les récits de souvenirs de rêve? Troisième question, travail du rêve, c'est-à-dire que fait le rêve à partir de ce matériel? Quel est le travail qui est fourni pour produire le rêve? Et là-dessus, Freud proposera, au fond, sans s'en apercevoir, 2 conceptions totalement contradictoires. Je crois que M. Jabert a tout à fait été dans le sens qui m'intéresse, c'est qu'en effet, il y a une bonne et une mauvaise. Et la bonne, je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas celle que pensait Freud. Et puis, dernier chantier, dernière grande question, en effet, à quoi sert de rêver? Alors, Freud, il faut le comprendre, il crée une nouvelle science. Il a quand même inventé pas mal de choses. Il a inventé surtout une méthode d'investigation absolument formidable. 40 ans après, je continue d'être fasciné par la méthode psychanalytique. C'est ça la grande invention de Freud, c'est la méthode. Après, ce qu'on découvre avec cette méthode, des fois on se trompe. Je vais vous raconter, je me souviens d'une patiente qui était une dame qui n'avait aucune culture, qui était une brave dame d'un village des environs, qui d'ailleurs avait eu des problèmes assez graves quand elle était petite. Elle n'avait pas pu faire ses études. Je crois qu'elle a été même en IME ou en hôpital de jour, donc elle n'allait pas très très bien.
Et un jour, elle vient et me dit, écoutez, docteur, je parle avec vous, on fait une psychothérapie, comme ça, tous les deux, hein, ça s'appelle comme ça, hein, docteur. Je voudrais vous poser une question. Je lui ai dit, oui. Elle me dit, la psychothérapie, ce que nous faisons, c'est une invention ou une découverte? Et oui, la méthode, c'est l'invention. Les découvertes, c'est ce que nous faisons à l'aide de cette méthode. Quelquefois, on trouve des choses intéressantes, puis quelquefois, ce qu'on trouve se révèle erroné et il faut y renoncer. Donc, l'invention de Freud, c'est la méthode. Et cette méthode, on pourra voir qu'elle se rapproche beaucoup de la question du rêve. Alors, bon, sur la fonction du rêve, Freud ne se pose pas, il n'a pas trop de réponse à ça. Il a une réponse un peu simple. Il dit en fait le rêve, c'est le gardien du sommeil. Alors il y a des éléments qui vont dans ce sens-là, parce que vous avez vu, je vous ai fait circuler la petite BD là, hein, vous l'avez tous vu. Évidemment, la bonne française, elle fait le rêve pour ne pas se réveiller. Vous avez compris l'histoire, c'est que le bébé crie. Le bébé crie et il faut qu'elle se réveille parce que c'est son job. C'est une babysitter, quoi. C'est son job. Il faut qu'elle se lève pour faire pisser le bébé. Alors, plutôt que de se lever, elle fabrique ce rêve assez surréaliste où elle rêve qu'elle fait faire pipi au bébé. Et puis le bébé pisse, et puis ça continue, puis ça devient un océan, etc. Le bébé crie de plus en plus fort. Et puis finalement, il faut quand même qu'elle se réveille. Parce que cette espèce de fantasmagorie qui s'est fabriquée dans le rêve, je fais pisser le petit enfant dont j'ai la charge, j'ai beau le faire en rêve, ça ne résout pas le problème, parce que dans la réalité, le bébé, il est mouillé. Et donc, elle se réveille. Cette chose-là exprime bien l'idée de rêve gardien du sommeil, puisque tant qu'elle a pu, elle aurait essayé de ne pas se lever, et puis il faut quand même qu'elle se lève quand ça se produit. Ce qui la réveille, finalement, c'est son rêve qui la réveille, et pas le cri du bébé. Il nous disait bien que pendant le sommeil paradoxal, c'est très difficile de réveiller quelqu'un, en lui disant « réveille-toi hein ». Là, c'est le rêve, au fond, qui finit par la réveiller. Bon, je finis cette histoire-là. Donc, Freud, il avait cette idée-là. Évidemment, ça ne va pas très loin. Parce que dire le rêve est le gardien du sommeil, ça ne va pas très loin. Parce que, après tout, expliquez-nous pourquoi il faut dormir. Et Freud ne disposait pas de ce que nous savons grâce aux neurobiologistes, c'est qu'il y a le sommeil lent, qui a probablement une fonction qu'on ignore aussi, mais enfin, une fonction différente de celle du sommeil paradoxal. Et Michel Jouvet fait remarquer que cette histoire que le rêve est le gardien du sommeil, on pourrait dire le contraire. On pourrait dire que le sommeil est le gardien du rêve, puisqu'il nous a bien expliqué que les périodes de sommeil lent encadrent les périodes de sommeil paradoxal. D'une certaine manière, le sommeil lent encadre le sommeil paradoxal. Et on sait qu'il y a une pathologie grave, hein, qui est la narcolepsie, où des gens tombent endormis directement au sommeil paradoxal. Vous me contredites si j'ai une bêtise. Et là, c'est très grave, parce qu'évidemment, ils sont en train de conduire leur voiture, puis d'un coup, paf, ils tombent endormis en sommeil paradoxal. Et là, évidemment, c'est très dangereux. C'est-à-dire que le sommeil lent qui encadre le sommeil paradoxal ne les protège pas. Hein, il ne faut pas tomber directement en sommeil paradoxal. Je vous fais remarquer un peu le truc inverse. C'est que si vous mettez un réveil pour vous réveiller le matin, vous pouvez être réveillé par hasard en sommeil lent. Ce n'est pas trop grave parce qu'en principe, on se réveille en sommeil lent. Mais quelquefois, le réveil sonne au milieu d'un rêve. Et là, c'est un peu plus embêtant. Et puis, je vous fais remarquer qu'il y a une catégorie de rêves qu'on ne devrait pas appeler des rêves, qui nous réveillent, au contraire, qui se définissent par le fait qu'ils nous réveillent, ce sont les cauchemars. Les cauchemars nous réveillent. Je me souviens d'une patiente qui, elle aussi, ne connaissait rien à la psychanalyse, enfin, qui n'avait pas de compétences à la psychanalyse. Quand elle a vu que j'avais un divan dans mon bureau et que je lui proposais de s'allonger sur le divan, on est dans les années 80, hein, elle me dit, docteur, excusez-moi, j'ai une question à vous poser. C'est vous qui avez inventé cette méthode? Je lui dis non, c'est pas moi. Elle ne savait même pas qu'il y avait un monsieur, il y a un siècle, qui avait inventé cette méthode. Pour dire qu'elle n'avait pas de culture psychanalytique. Quoique très intelligente, bien sûr. Et un jour, elle me raconte un cauchemar. Et je suis un peu distrait. Des fois, je n'ai pas bien écouté. Et en reprenant ce qu'elle me disait, je lui dis, le rêve que vous avez fait, madame, me dit, non, non, docteur, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Et pour moi, ce sont deux choses très différentes, ça n'a rien à voir.
Donc attention, c'est un cauchemar, ça n'est pas un rêve. Alors évidemment, nous sommes amenés à nous demander, et c'est quoi la différence entre le cauchemar et le rêve? Il y en a tout à l'heure. Mais d'une certaine manière, Freud n'arrive pas à se poser la question, ce qui nous intéressait beaucoup plus, de la fonction psychique du rêve. Parce que dire le rêve sert à se maintenir en vie ou sert à dormir parce qu'on a besoin de dormir pour vivre, etc., n'est pas satisfaisant parce que comme s'il n'y avait que des fonctions biologiques. Et quand je lis les livres de Michel Jouvet, je le vois très embarrassé. Michel Jouvet, il dit, moi, quand ils ont découvert le sommeil paradoxal, ils ont dit, en 10 ans, on aura compris la fonction du rêve. En 10 ans, on aura compris. Et puis, il dit, on n'a pas compris, on n'a rien trouvé, on n'a rien à dire, parce qu'on a l'impression que les gens peuvent ne pas rêver, c'est-à-dire vivre sans rêver, et ça ne les perturbe pas tant que ça. Il y a des discussions par rapport à ça, parce que Michel Jouvet n'était pas clinicien, et nous ne pensons pas ça. Hein. D'ailleurs, il disait, je suis contre la prescription de médicaments qui suppriment les rêves, parce que éthiquement, ça ne serait pas valable. Et il faisait remarquer la chose suivante, dans un article paru en 1990. Il disait, pourquoi est-ce qu'en Union soviétique, les opposants à la politique de l'État, on les met en hôpital psychiatrique et on leur prescrit des neuroleptiques et des IMAO qui sont des médicaments oniroprives, qui empêchent de rêver. Il disait probablement parce que ça les rend plus dociles à la doctrine officielle. Ils ne sont plus eux-mêmes. Donc vous voyez, à la fois il disait, ça sert finalement à rien de rêver puisqu'il y a des gens qui ne rêvent pas et qui vont pas si mal. Et puis en même temps, il signalait qu'il y avait dans le fait de priver les gens de leurs rêves quelque chose qui les robotisait. Une anecdote à ce propos, à nouveau clinique, qui venait confirmer cet avis-là. Une patiente était une dame qui avait perdu son mari, qu'elle avait connu très jeune, à qui elle était très attachée. Et elle n'arrivait pas à faire le deuil de ce mari. Elle était très mal. Donc, quand on n'arrive pas à faire le deuil, ce qu'on ressent ressemble à une dépression. Donc, évidemment, elle avait vu un médecin qui avait dit « Madame, vous êtes en deuil, vous êtes déprimée, je vais vous prescrire des antidépresseurs. » Au bout de quelques mois ou années, elle a arrêté ses antidépresseurs parce qu'elle ne supportait pas l'état dans lequel elle se trouvait quand elle avait les antidépresseurs. Et finalement, elle préférait souffrir de la perte de son mari plutôt que de se sentir comme un robot, disait-elle, ou comme une sorte de robot. Elle retourne voir le médecin qui lui dit « Madame, c'est très très mal, vous n'êtes pas guérie de votre dépression, donc vous n'avez pas fini votre deuil, prenez les antidépresseurs pour finir votre deuil. » Nous avons l'impression que justement, les antidépresseurs empêchent de faire le deuil. Ils calment la douleur, mais ils empêchent de faire le deuil. Et le nouveau compagnon qu'elle avait trouvé, un remplaçant du mari, trouvait ça très bien quand elle se comportait comme un robot. Elle disait, moi, j'ai l'impression d'être un robot, je ne ressens rien, je ne souffre pas, mais je préfère souffrir et me sentir moi-même. Et ses enfants lui disaient, maman, quand tu as ces antidépresseurs qui donc l'empêchaient de rêver, nous, on ne te reconnaît plus. On a l'impression qu'on a un robot à la place de la maman. On préfère que tu arrêtes ton traitement, que tu sois toi-même, même si tu souffres. C'est-à-dire que le deuil, s'il doit être fait, il sera fait par un travail psychique. Mais le médicament, non seulement ne permet pas de faire le deuil, mais peut-être l'entrave, l'empêche. Ça nous ouvre en effet sur une conception de la fonction du rêve psychique. Hein. Donc cette idée que, comme on ne connaît pas la fonction vitale qui est perturbée quand on ne rêve pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une fonction psychique. Et que la conséquence donc éventuellement des troubles de la capacité de rêver, qui pourraient finalement être démontrés peut-être si on enregistre les personnes pendant une nuit ou deux, ne font que les gens ne meurent pas.
mais ils ont des troubles psychopathologiques. Parce que les animaux, ça n'existe pas les troubles psychopathologiques. Ou bien ils vivent, ou bien ils meurent. Ou bien ils sont capables de parvenir à s'occuper d'eux, et puis s'ils n'y arrivent pas, ils ne deviennent pas fous, ils meurent. Un canard ou un cygne qui ne sait pas nager, il meurt. Dans la nature, je ne parle pas les gens qu'on élève, les bêtes qu'on élève. Alors, reprenons les choses. Je vais essayer d'être... Alors, matérialisation du rêve, Freud repère, et ça c'est très intéressant, il repère en écoutant les gens, en les faisant parler, qu'il semble que les rêves aient des sources actuelles, c'est-à-dire ce qui s'est passé vraiment la veille du rêve, dont les patients, quelquefois, ne se rappellent pas eux-mêmes. Mais il faut des fois insister pour qu'ils arrivent à retrouver cette cause actuelle qui s'est passée juste la veille. Freud minimise un peu l'importance de ces restes diurnes. Il dit « Oh, c'est indifférent, le patient prend ce qu'il a à sa disposition pour fabriquer son rêve, mais peu importe. » Nous ne pensons pas ça. Je vais vous donner un exemple pour montrer qu'il n'est pas toujours facile de trouver les sources actuelles, c'est-à-dire ce qui s'est passé la veille du rêve. Et il faut des fois insister pour l'avoir, tout simplement parce que souvent, justement, ce qui va revenir dans le rêve, c'est un élément de la journée auquel le patient n'a pas eu le temps de s'intéresser et qu'il a négligé parce qu'il avait autre chose à faire. Et c'est comme si, pendant la nuit, ce qui n'a pas été traité, tiens, pour ça, le patron m'a dit ça, c'est très désagréable, je suis en colère, etc., que ce qui n'a pas été traité fait retour dans le rêve. Un exemple. Une de mes patientes, un jour, raconte un rêve où il y avait une dame avec une robe jaune. Alors je lui dis, robe jaune, oui, dites-moi ce que ça vous fait penser, une robe jaune. À qui ça vous fait penser? Rien du tout. Non, moi vraiment, j'aime pas le jaune, j'ai pas d'amis qui sont en jaune, moi j'ai jamais porté de robe jaune, je vois pas. Alors il se trouve que j'avais un petit soupçon parce que dans ce cas très particulier, il se trouve par hasard que je croyais avoir la clé. Pourquoi elle avait rêvé d'une dame avec une robe jaune? Il se trouve qu'une amie à moi était venue me rendre visite, qui portait une robe jaune, et je travaillais, mon cabinet était dans mon domicile. Et le jour de la précédente séance de cette dame, mon amie était là, et comme je travaillais, elle était au salon à côté, en train de regarder dehors, s'occuper comme elle pouvait, et elle avait ouvert la fenêtre pour regarder dehors. Elle ne connaissait pas le quartier où j'habitais. Elle portait sa robe jaune. Alors je dis à cette dame, écoutez, mardi dernier, quand vous êtes venue à votre séance, est-ce que vous n'auriez pas vu à ma fenêtre une dame avec une robe jaune? Ah, elle me dit oui, maintenant que vous le dites, c'est vrai. Je suis sorti de votre cabinet, et puis comme je fais souvent, je levais les yeux vers là, et puis j'ai vu en effet une dame avec une robe jaune. Et tout ça avait réveillé sa jalousie, évidemment. Que faisait cette femme chez moi, alors que j'étais, moi, son psychanalyste, et qu'il ne devrait pas y avoir d'autres femmes chez moi. Et bien sûr, la suite du rêve a mis à jour une certaine jalousie banale, une jalousie transférentielle. Évidemment, cette femme inconnue avec une robe jaune était un peu comme une maman, hein, qui appartient au papa, c'est-à-dire au psychanalyste, et elle était un peu en colère d'avoir vu qu'il y avait quand même une femme dans ma vie. Voilà un exemple amusant. Autre exemple de rêve diurne, de sources actuelles que la personne peut ne pas se... Quelqu'un raconte un rêve, et je lui dis alors oui, puisqu'on ne comprend pas votre rêve, qu'est-ce qui s'est passé hier? Enfin, la veille du rêve. Elle me dit rien du tout, comme d'habitude. Je me suis levé le matin, je suis allé au travail. Vous savez, c'est la routine, hein, mon travail, je vais au travail, etc. Bon, enfin, c'est vrai qu'à midi, à midi, il a fallu que, entre midi et 2 heures, au moment de la pause repas, il a fallu que je passe à la gare parce que ma mère venait nous rendre visite. Et ça faisait combien de temps que votre mère n'est pas venue vous rendre visite? Oh, ça fait 2-3 ans. À part ça, il ne s'était rien passé d'exceptionnel. Hein, mais cette irritation d'avoir allé chercher sa mère, et évidemment, ça ne s'était pas très bien passé, avait été pas traitée parce qu'elle avait autre chose à faire, et c'est revenu dans le rêve.
alors ça nous amène aux sources infantiles refoulées. Et c'est là où Freud découvre quelque chose de génial. C'est qu'il voit que cet élément de la veille du rêve, un petit détail dont il dit qu'il est indifférent et dont je vous ai montré en fait qu'il était secrètement micro-traumatique. La robe jaune de la dame qui est chez moi, la maman qu'il faut aller chercher à la gare et qui recommence à parler comme quand elle avait 5 ans. Comment t'es habillée, etc. Tous ces trucs. Et évidemment, font ressurgir des souvenirs de l'enfance refoulés, oubliés, qui n'ont pas été tout à fait digérés. Et c'est là qu'il y a pour nous quelque chose de très intéressant dans le rêve, c'est cette communication entre l'immédiat apparemment banal, mais en fait micro-traumatique, et puis des éléments de l'enfance. Et alors, là, Freud fait une hypothèse qui pourrait être intéressante à tester pour les neurobiologistes. Il dit la chose suivante. Il dit « tout se passe comme si ». Tout se passe comme si. Les souvenirs de l'enfance attiraient à eux les petits éléments micro-traumatiques. Lui, il ne dit pas micro-traumatiques. Les petits éléments de la veille attiraient à eux à cause de leur similarité. Hein? Là, c'est évident que la mère qu'on est allé chercher à la gare quand on a 30 ans, eh bien, ça fait revenir à l'esprit un certain nombre de choses désagréables de l'enfance. Hein. Et au fond, c'est la découverte principale de Freud. C'est qu'il y a une mise en communication entre l'actuel et le passé. Alors, à quel niveau des circuits ça se fait? Les neurobiologistes devraient y travailler, mais en tout cas, cliniquement, c'est avéré. Et c'est pour ça que l'analyse, je dis l'analyse et je ne dis pas l'interprétation, l'analyse du rêve, c'est-à-dire ces micro-petites choses, comme quand il montre à un sujet d'expérimentation une image, hein, petites choses, qu'est-ce que le patient en fait? Et apparemment des mises en connexion avec des choses du passé. Bien sûr, nous pensons, enfin, psychanalystes, qui pensons que beaucoup de troubles psychiques, notamment les troubles de la névrose, sont en rapport avec des éléments non digérés, des éléments non dépassés, des éléments traumatiques du passé, ça nous intéresse beaucoup, parce que ça nous permet de rentrer dans du refoulé. C'est pour ça que Freud a eu cette formule que tout le monde répète, peut-être, enfin ceux qui la connaissent, l'analyse, je préfère dire l'analyse ou l'interprétation du rêve est la voie royale qui nous mène à l'inconscient. Moi, j'ai une autre image. Vous savez, quand on est un resquilleur au métro parisien, hein, et qu'on n'a pas de ticket, on prend les trucs à contre-voie. C'est-à-dire qu'on essaie de passer par là où les gens sortent. Hein. On rentre à contre-voie pour resquiller. Le psychanalyste, il rentre à contre-voie. Parce qu'il rentre par ce petit souvenir qui s'est passé la veille, la robe jaune ou autre chose, et puis il rentre plus profondément, et évidemment, ce qui l'intéresse, c'est... Et il semble que le fait de rendre conscient, beaucoup plus conscient, cet ensemble d'éléments refoulés, etc., fait que le patient va moins mal. Source corporelle, je vais passer assez vite, mais c'est assez spectaculaire. En effet, quelquefois, on a l'impression que des gens qui s'occupent peu qui ne sont pas très hypocondriaques, moi je ne suis pas hypocondriaque du tout, il y a des gens qui ne sont pas du tout hypocondriaques, donc qui ne s'occupent pas très bien de leur santé, et puis ils ne sont pas à l'affût du moindre petit symptôme qu'ils ont. Et ces gens, quelquefois, ils rêvent d'un petit truc comme ça, anodin, et puis en fouillant un peu, on s'aperçoit que c'est un petit symptôme, une petite douleur qu'ils ont quelque part, dont ils n'ont pas pris conscience pendant la journée parce qu'ils ne s'écoutent pas trop, et que, pouf, ça fait retour dans le rêve. Il peut arriver qu'un élément du rêve, c'est un, j'aime pas le mot message, mais une sorte de truc qui part comme ça du corps et qui peut éventuellement faire diagnostiquer une maladie. Hein. Le rêve est plus hypocondriaque. Nous sommes plus hypocondriaques la nuit que le jour, quand on n'est pas hypocondriaque. Alors ceux qui sont hypocondriaques, c'est différent parce qu'eux, ils n'arrivent plus à dormir, tellement ils sont hypocondriaques. Ils sont obsédés par la peur et donc ils sont hypocondriaques de jour. Et là, c'est embêtant parce qu'ils s'occupent mal de leur vie. On passe à la... Donc voilà, simplement ce que je voulais montrer, c'est que l'essentiel de ça, c'est la communication entre les sources actuelles et les sources passées, avec cette idée d'une sorte de force d'attraction du passé traumatique de la part des événements. Et oui, elle me dit, il faut arrêter, mon vieux.
Alors, on passe à la prochaine chose. Le sens et l'interprétation du rêve, c'est ce qui nous convient de moins. Parce que Freud dit ça n'a rien à voir. Interpréter les rêves, ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de raconter, parce qu'il fait cette hypothèse. Alors là, je crois que mon collègue a démontré que ce n'est pas possible. Mais des générations de psychanalystes sont d'accord avec ça. C'est-à-dire, il dit la chose suivante. Au fond, dans l'inconscient, il y aurait une pensée claire et distincte, parfaitement claire. Ce qui n'est pas possible, puisque le tronc cérébral, le cortex, merci, le cortex n'est pas mobilisé. Mais l'idée qu'il y aurait une idée claire et distincte, et puis cette idée claire et distincte doit être communiquée à la conscience. Alors on ne sait pas pourquoi, mais elle doit être communiquée à la conscience. Et donc, en même temps, c'est interdit, parce que il y a des interdits, il y a des censures par rapport à ces désirs que vous avez de coucher avec votre voisine ou de tuer votre patron. Et donc, à la fois, ce message, on a envie, enfin, l'inconscient aurait envie de le dire et ne peut pas le dire. Hein. Ami, comment c'est ? Ami a bien mangé, le sage met sa gloire. Voilà, on aurait une idée bien précise, philosophique, poétique, et puis on la mettrait, on la caviarde, on ferait des... comme dans le rébus que je vous ai fait circuler, et puis on mettrait des choses simplement pour tromper l'ennemi. C'est-à-dire qu'on est dans une situation un peu folle, où le cerveau cortical, où la conscience voudrait nous communiquer d'une pensée inconsciente, mais que pour le faire, il ferait en sorte qu'on ne puisse pas le comprendre. Et Freud, à un moment, quand même, comme il n'est pas bête, fait la réflexion toute simple, quelques pages plus loin, quelques centaines de pages plus loin, il dit, c'est vrai qu'à bien réfléchir, si on ne devait pas le savoir, ça serait peut-être plus simple de le refouler et de ne pas le mettre en nuage. Donc, cette idée que interpréter un rêve, ce serait retrouver, comme le rébus que je vous ai montré, ce serait retrouver la pensée initiale parfaitement claire et philosophique et poétique qui serait à l'origine du rêve. Je crois qu'on ne peut plus tenir cette position-là, même s'il y a sans doute une escouade de psychanalystes qui y croient encore, notamment ceux qui pensent que l'inconscient est structuré comme un langage. Ceux qui pensent qu'il y a du langage dans l'inconscient et qui voudraient s'exprimer avec ces choses très bizarres, c'est que, vous avez vu le rébus que je vous ai fait circuler, ce que vous voyez, ce qui est conscient lorsque vous regardez l'image, est absurde et incompréhensible, et ce qui est clair et une belle phrase poétique est inconsciente. On pourrait penser que c'est le contraire, que ce qui n'est pas conscient, c'est ce qui n'a pas encore été traité par le cortex ou par ce que nous appelons quelquefois, nous, le processus secondaire. Le travail, la façon dont le rêve travaille étant plutôt du processus primaire. Je passe à la dernière, et puis, tant pis, je m'arrêterai avant. Donc, Freud se dit, alors comment se fabrique le rêve à partir de là? Et donc, c'est très étrange, parce que pendant un long chapitre de 240 pages, après avoir raconté l'histoire du rébus, le rêve est un rébus. Voilà, vous avez une belle idée, votre inconscient a une belle idée qui pourrait s'exprimer en paroles, eh bien, il veut vous la communiquer, mais il la communique en la rendant incompréhensible. Et donc, nous, heureusement, le psychanalyste est là, et il va faire la traduction un peu comme un prêtre qui est capable d'interpréter la parole de Dieu. Dieu nous adresse aussi des messages. D'une part, c'est très rare. Et puis, quand il nous adresse des messages, Dieu, on ne comprend rien. Alors, on a besoin d'un prêtre ou de quelqu'un pour nous dire ce que Dieu a voulu nous dire. Bizarre que tout d'un coup, l'inconscient, avec un grand I, se trouve à la place de Dieu. Pendant 240 pages, c'est le chapitre 6 pour les étudiants, hein, Freud essaie de démontrer ça. Alors, tout ce qu'il raconte est très intéressant, parce que les rêves qu'il raconte sont très intéressants, mais ça part de cette idée que le travail du rêve consiste à caviarder, à transformer, à rendre incompréhensible quelque chose qui devrait l'être. Donc, il y a cette idée.
il y a cette idée que si on postule que l'inconscient est là, hein, et puis que la veille, il dit quelquefois l'action aussi, parce que quand on se réveille, c'est aussi pour faire des choses, tandis que la nuit, on n'a pas. Donc il y a cette idée que la pensée inconsciente serait très claire, c'est la belle phrase, et puis il faudrait la communiquer vers la veille, et pour ça, on ferait toute une censure. Hein, censure. Un peu plus loin, il réfléchit et il dit, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Enfin, un peu plus loin, 240 pages plus loin. En fait, si je cherche à comprendre quel est le trajet du rêve, si je cherche à comprendre dans quel sens, il parle en termes de circuit pratiquement. Hein. Alors lui, il s'occupe du psychique parce qu'il n'a pas les moyens. Il dit non, en fait, si on réfléchit, le rêve, il part de l'action. Il part de ce qui se passe dans la vie de veille. J'ai été chercher ma mère à la gare. Et le rêve, lui, il va remonter. Et il va produire des images. Il va produire des images. Et ces images, elles sont dans l'inconscient. Et quelquefois, nous n'y avons pas accès. Et finalement, finit-il par dire, après 20 ans de travail, finalement, on pourrait se dire que le rêve qui a le mieux accompli son travail, c'est celui dont au réveil, on ne se souvient pas. C'est-à-dire qu'en effet, on renverse la perspective. Est-ce que le but, c'est que l'inconscient nous adresse des messages, ou est-ce que le but, ce ne serait pas de digérer ce qui est de micro-traumatique ou de vraiment traumatique dans notre vie. On renverse les choses. Et Freud en arrive à dire cette chose incompréhensible après qu'on ait eu l'impression qu'il nous dit le rêve est un rébus. Hein, c'est inconscient et ça vient vers la veille, mais il y a une censure au milieu. Il en arrive à dire, si l'on devait définir le sens du rêve, on dirait que le sens est régrédient, c'est-à-dire qu'il va de la pensée vigile à l'inconscient. Et dans l'inconscient, il y a essentiellement des images. Dans le pont, dans les zones du pont cérébral, etc., il n'y a pas de pensée abstraite. C'est-à-dire qu'il en arrive à dire, finalement, sans s'apercevoir qu'il dit le contraire de ce qu'il a dit avant, à dire, non, finalement, il y a une régression psychique. À partir d'une image, d'une pensée, ma mère me fait chier, à partir d'une pensée parfaitement claire et distincte, il va fabriquer des images qui expriment indirectement ça. C'est-à-dire cette idée que la pensée la plus primitive est une pensée en image. Les peintres souvent disent ça. Les peintres ne savent pas parler de leurs œuvres. Ils disent, moi, je pense en image. Et il y a un moment où Cézanne, qui va très très mal, à un moment, Cézanne traverse une période où il ne va pas bien du tout, et il dit, c'est terrible, je n'arrive même plus à penser en image. Et ce que Freud appelle la régression psychique, c'est le fait qu'une pensée abstraite, un affect, une pensée assez rationnelle, doit être, pour qu'on rêve, transformée en image. On n'est pas obligé forcément de se souvenir de ces images. C'est comme un processus de digestion. Alors, je vais être scandaleux et je vais vous donner ma conception du travail de rêve qui s'oppose à celle du rébus. Alors, je vous dis tout de suite, comme je ne suis pas quelqu'un de très connu, je vais me servir d'un argument d'autorité. Parce que vous allez dire n'importe quoi. Il se trouve que quand j'ai élaboré cette idée-là, j'étais un peu inquiet parce que c'est la théorie suivante. Il y a l'idée que finalement, le rêve servirait à digérer, introjecter pour devenir soi-même, de même que pour faire grandir son corps, on mange et on digère ce qu'on a mangé et l'alimentation nous fait grandir notre corps, en tout cas l'entretient. L'idée que tous les événements de la vie, qu'ils soient agréables ou traumatiques,
on n'a pas le temps de s'en occuper pendant la journée, parce qu'on est pris par autre chose. La nuit pourrait se faire ce travail de digestion. Quand on est pédant et psychanalyste, on dit d'introjection, c'est une façon de dire de digestion psychique, qui va dans le sens de devenir soi-même, de même qu'une bonne alimentation entretient notre corps, et quand on est enfant, le fait grandir. Cette digestion serait une forme de croissance psychique. Dans le meilleur des cas, quand cette digestion marche bien, il n'y a pas beaucoup de déchets. Alors j'en arrive à dire que les rêves, c'est comme les selles. Le gastro-entérologue, quand vous avez des troubles digestifs, quelquefois, il vous propose d'analyser vos selles. Et il vous dit qu'est-ce que vous avez mangé, et puis on va voir ce que vous avez mangé et ce qui sort dans les selles. Ce n'est pas très ragoûtant comme affaire, mais et en comparant ce qui sort, l'analyse des selles, et ce qu'on a mangé, le gastro-entérologue a la capacité de dire quelle est la partie de la digestion qui est perturbée. Je fais cette hypothèse qu'au fond, c'est ce qui se passe, que le rêve a cette fonction d'introjection, de digestion psychique, et donc de croissance psychique. Le rêve, finalement, contribuerait à notre devenir soi-même. Alors, après avoir écrit cet article, j'envoie mon article à M. Laplanche, que je connaissais, avec qui je travaillais un petit peu. Je lui envoie l'article. Bien sûr, j'avais fait un exposé et il y avait un certain nombre de collègues qui m'avaient dit quand même, Jean-Marc, tu pourrais éviter de comparer le rêve à de la merde parce que dans un lieu de psychanalyste, essaie de trouver autre chose, quoi, ça va pas. Freud a dit que c'était des textes sacrés et toi tu dis c'est des selles. Bon. Alors j'envoie mon texte à Jean Laplanche, avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant quelques années. Et il m'appelle quelques jours après, il n'avait pas l'habitude, il m'appelle au téléphone, il dit, tu peux, j'ai lu votre texte, est-ce qu'on peut en parler? Je dis oui. Il me dit, bon, écoutez, moi je suis d'accord sur l'essentiel, j'ai écrit pas mal de choses qui vont tout à fait dans ce sens-là, vous en rajoutez un peu autre chose d'un point de vue, mais enfin, grosso modo, ça correspond à ce que je pense. Et je lui dis, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous avez été choqué par la métaphore du gastro-entérologue? Il dit, non, pas du tout, gardez-la surtout. C'est très clair, ça dit bien ce que ça veut dire. Et ça explique que, au fond, ne prenons pas le rêve comme un message mystique adressé par une instance supérieure qui serait l'inconscient, comme les sauvages pensaient que c'était Dieu qui s'adressait à eux. Mais en effet, analyser ce qui n'est pas digéré peut relancer la digestion. C'est pour ça qu'il y a un va-et-vient en analyse entre les rêves que nous amènent nos patients, le travail que nous faisons sur ces rêves avec eux, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la recherche des sources, et puis le fait qu'à partir de ce travail que nous faisons en analyse, éveillés, là ils sont éveillés sur le divan, peut-être qu'ils vont faire d'autres rêves. Et il y a une sorte de va-et-vient entre le travail psychique que nous faisons, encore une fois, d'analyse et non pas d'interprétation, d'analyse des matériaux du rêve, et petit à petit, en effet, ils sont moins perturbés par les rêves. Ces gens qui font beaucoup de rêves, et ces rêves les encombrent, c'est pour ça que je suis d'accord avec la théorie de Crick, figurez-vous. Et alors, il se trouve tout à l'heure, vous l'avez dit, alors la théorie de Crick, c'est incroyable. Ce type, j'ai vu sur Nature, son article, c'est pas comme moi, fait 3 pages. 3 pages, de 111 à 114. Et il se trouve que Michel Jouvet a lu en effet cet article de Crick, et il lui dit, mais c'est incroyable ce que vous dites. Il n'était pas d'accord, hein, Michel Jouvet. C'est incroyable ce que vous dites. Est-ce que vous savez qu'il y a un auteur allemand qui s'appelait Monsieur Robert, qui, en 1886, a fait un petit texte de 50 pages qui n'a jamais été traduit, ni en français ni en anglais. Je l'ai fait traduire par quelqu'un pour le publier, qui dit, avant Freud, qui dit la fonction du rêve, c'est une fonction excrétrice. Il faut éliminer les pensées qui ont été tuées dans l'œuf. Les pensées qui ont été tuées dans l'œuf sont éliminées au cours du rêve, sauf qu'il fait l'hypothèse de cette excrétion, c'est le mot qu'il emploie en allemand, l'excrétion de ce qui n'est pas
bon, notamment tous les éléments désagréables de la vie quotidienne, il oublie de dire que la fonction de la digestion, ça n'est pas de produire des sels. Que penseriez-vous d'un gastro-entérologue qui dirait « À quoi sert la digestion? Ça sert à chier ». Mais non. La digestion, ça sert à digérer et à se construire. Et puis, ce qui n'est pas utile est éliminé. Ce qui fait que la théorie de Crick, avec laquelle, en effet, Michel Jouvet n'est pas trop d'accord, en effet, c'est vrai que... Alors, ce Robert, c'est incroyable. On ne connaît même pas son prénom. W. Robert. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Ça n'a jamais été traduit. Mais il est vrai que Michel Jouvet est tombé sur ce texte et dit quand même, il y a là quelque chose. On s'interrompt là.